rien à ajouter à ce que vient de dire Jacques, qui est très intéressant d'un point de vue technique, d'un point de vue historique et aussi d'un point de vue technique. Disons que ça ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd, tout ça, et que ça peut en effet être extrêmement utile. Parce que, je dirais, les choses marchent dans les deux sens. Quand il y a un bon rapport des forces, les mesures techniques ne sont pas difficiles à prendre. Mais si on a déjà en tête les mesures techniques à prendre et qu'on voit qu'elles ne sont pas si compliquées que ça à prendre, ça peut aider à construire un rapport de force. Si on nous dit tout le temps, vous voulez de bonnes choses, mais on ne peut pas y arriver, etc. Donc, c'est vraiment ça ce que tu viens de dire à l'instant. Alors, bon, moi, je vais essayer de ne pas répéter ce avec quoi je suis d'accord, et donc je vais simplement balayer un certain nombre de questions. La première des choses, c'est, je dirais, le contenu de classe, les contenus de classe opposés. Alors, on dit les classes dirigeantes ou la classe dirigeante, enfin, peu importe, hein, les deux côtés de la barricade, comme aurait dit Elsa Triolet, par rapport à ce qui a été d'abord la collaboration et ce qui a été la résistance dans les années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale. Car nous allons voir que nous nous retrouvons, toutes choses étant égales ailleurs, hein, évidemment il y a eu des modifications importantes depuis, devant une même configuration. C'est-à-dire, en gros, l'oligarchie capitaliste, appelons-la comme ça pour simplifier, qui tente à trahir le pays. Et de l'autre côté, les classes populaires, là, personne, je crois, ne se disputera au sujet de l'idée qu'il y en a plusieurs. Hein. Les classes populaires, les ouvrières, les abris, petits ouvriers commerçants, etc., qui, eux, pour des raisons bien évidentes, c'est parce que c'est leur pays, et qu'il en manque un, ils n'ont pas de capitaux à exporter, etc., tentent de défendre leur pays. Ça, on l'a vu de façon assez claire. En fait, c'est l'accord irremplaçable de ma camarade du PSF, Adrien Corvis, que de démontrer qu'il avait bien eu le choix de la défaite avant 1939. Que la drôle de guerre, que Munich auparavant, hein, puis la drôle de guerre, puis la débandade de l'armée française n'a pas été, disons simplement, l'effet d'une défaite militaire. Il y a bel et bien eu un choix politique qui a été fait, qui a été construit, parce que tout simplement, les classes dominantes de l'époque voulaient, disons, faire la guerre au salaire, faire la guerre aux salariés. Il y a eu la crise de 29 à Plan. Il y avait le modèle hitlérien qui semblait très bien fonctionner pour détruire les salaires, détruire les syndicats, affaiblir décisivement la classe dominée. Donc ces gens-là étaient fascinés par ce qui se passait outre-Rhin. Plutôt Hitler que le Front populaire. C'était un petit peu donc ce qui dominait, qui était écrit à l'époque. Il y a un journal lorrain, que cite d'ailleurs Adrien Corvis, qui est l'ancêtre de l'Est républicain actuel, qui écrivait, en toutes lettres, je l'ai noté là à l'instant, qui écrivait « Si la France doit rester ce pays bolchevisé que nous connaissons actuellement, nous préférons rejoindre l'Allemand. » Ça, c'était écrit en 1936, au moment des grèves du Front populaire, les grèves qui ont amené effectivement les congés payés et toutes ces avancées. En sens inverse, je ne fais que rappeler ici une parole qui rend justice à la classe ouvrière au sens large du mot, aux classes populaires, et de façon indirecte aux communistes. Car évidemment, au premier plan dans cette lutte pour les acquis populaires et pour l'indépendance nationale, il y avait les militants communistes. C'est une phrase de Mauriac, François Mauriac, donc, qui était gaulliste et qui a participé à la résistance des écrivains, qui écrit au sortir de la guerre « Seule la classe ouvrière est dans sa base restée fidèle à la France profanée ». Je ne donne ici qu'un seul exemple, je ne peux pas m'omettre de le donner. Jacques ce matin parlait de l'émotion en politique, elle existe. Bon, moi je viens du Pas-de-Calais. En mai-juin 1941, plus de 100 000 mineurs ont fait grève, non pas sous le régime de Vichy, mais sous quelque chose qui était pire encore, puisque le Nord-Pas-de-Calais à l'époque était directement sous le commandement de l'armée allemande. Et donc, effectivement, avec des conséquences à la clé qui ont été terribles, puisqu'on voit la citadelle d'Arras encore aujourd'hui, les noms des 200 à 250 personnes qui ont été fusillées dans la foulée, et dont les 4/5 à peu près sont des communistes. Il y a quelques socialistes aussi. Il faut rendre justice à tous ceux qui se sont battus et qui étaient tous mineurs de la classe ouvrière en tant que telle. Donc il y a véritablement ce rapport de force ensuite qui va sortir de la guerre. Bien sûr, le patronat sort largement disqualité de la guerre à cause de la collaboration, et en sens inverse, évidemment, d'une part, les prolétaires, rappelez-vous donc le chant des partisans d'un contenu de classe évident, monter de la mine, descendez des collines, camarades. Monter de la mine, ce sont les mineurs, d'une façon métaphorique, les ouvriers,
descendaient des collines, ce sont les paysans, ce sont les maquis. C'est les maquis, la Corrèze est à côté, etc. Donc qui ont joué ce rôle extrêmement important et qui s'est prolongé à la libération. Et à l'échelle internationale, c'est la même chose. À l'échelle internationale, au début de la guerre, enfin tout au moins dans les années qui ont précédé Munich, on a un bloc, disons en gros, capitaliste qui est en train de se former. Même les classes dominantes des pays de l'Ouest donc se rapprochent en fait de Hitler. Ce sont les accords de Munich, on le laisse défausser la Tchécoslovaquie. À la sortie de la guerre, qu'on le veuille ou non, et même si il y a beaucoup de discussions qu'on pourrait avoir au sujet de ce qu'était l'Union soviétique à l'époque, mais je n'entre pas dans ces débats-là, n'empêche qu'au final, il y a un camp socialiste qui sort très renforcé de la guerre, qu'il y a un prestige considérable de l'Union soviétique. Denis Kessler le reconnaît lui-même dans l'article qu'il a donné à Challenge donc, en novembre 2007, lorsqu'il dit que le compromis entre gaullistes et communistes du CNR, c'est comme ça qu'il parle, a été signé à un moment où l'armée soviétique était à quelques centaines de kilomètres de Paris et où effectivement donc, le PCF faisait 30% et la CGT était à 5 millions d'adhérents. Donc ça c'était aux sortir de la guerre. Donc on a un rapport de force qui est extrêmement intéressant pour le camp du travail, avec des contradictions dans le camp du travail bien évidemment, avec des formes qui seraient à discuter. Je ne dis pas que tout était extraordinaire ou parfait de ce côté-là. Les rapports de force se construisent aussi avec ce qu'on a sous la main. L'histoire bricole, comme disait un grand historien contemporain, ne fait pas dans l'idéal. Bon, alors on a tout ça. Alors effectivement, au sortir de la guerre, il y a cette participation des ministres communistes au gouvernement, et je crois quand même qu'ici il faut leur rendre hommage, d'une certaine façon. Parce que c'est scandaleux, mais dans les livres d'histoire, ils ne sont jamais nommés. Pratiquement jamais nommés. Ce n'est pas parce que je suis communiste que je le dis. C'est parce que on ne construit rien sur la négation, sur le négationnisme historique. Il n'est pas normal que les jeunes Français, et même souvent les profs d'histoire, ne connaissent même pas le nom d'Ambroise Croizat. Donc le fondateur de la sécurité sociale, qui nous ignore le nom de Marcel Paul, qui sortit des camps de concentration nazie, donc où il avait monté un réseau de résistance, va effectivement, comme on disait à l'époque, nationaliser la lumière, c'est-à-dire mettre en place EDF tel qu'on la connaîtra par la suite, ou Langevin et Wallon qui vont élaborer un plan qui va servir de référence pendant des années à tous les progressistes qui voudront reconstruire l'éducation nationale sur des bases de progrès, en quelque sorte. Il y a Joliot-Curie aussi, qui joue un rôle majeur dans la relance de la recherche scientifique à l'époque. Ça ne veut pas dire que des non-communistes n'aient pas fait des choses aussi tout à fait extraordinaires. L'ordonnance sur les mineurs, des choses de ce style. Bien entendu, il faut rendre à César ce qui est à César, mais comme le rôle des communistes est toujours sous-estimé, nié ou purement et simplement ignoré, comme en permanence on a une sorte de procès qui est fait au Parti communiste de ne pas avoir résisté dès le premier jour en oubliant tout simplement que le PCF était interdit dès avant l'entrée des troupes allemandes en France, que ses militants étaient pourchassés, que ses élus étaient en prison, on oublie toujours de dire ça, et bien effectivement, je suis obligé ici de insister un petit peu sur ce rôle extrêmement important. Alors évidemment, le problème c'est que ce compromis historique en gros, qui a été mis en place à la sortie de la guerre sur la base du rapport des forces qui existait alors en France et à l'échelle internationale, ce compromis, évidemment, la grande bourgeoisie ne l'a pas accepté de gaieté de cœur. Il ne faut pas s'imaginer le CNR comme Ambroise-Folleville, un lieu dans lequel toutes les contradictions de classe étaient éteintes. Pas du tout. Évidemment, le compromis lui-même est une continuation de la lutte par d'autres moyens. Et il ne pouvait pas en aller autrement dans les conditions de l'époque. Et donc, dès qu'ils l'ont pu, eh bien, les milieux dirigeants, appuyés par les États-Unis, appuyés par l'impérialisme, qui n'avait pas simplement fait la guerre pour libérer les peuples du nazisme, mais aussi pour établir sa domination mondiale, eh bien, ont contre-attaqué, ont tenté de reprendre le pouvoir de façon à éliminer tous les acquis qui pouvaient les gêner dans le compromis de 1945. C'est l'élimination des communistes en Italie, en France et en Belgique, pratiquement dans la foulée en 1947. Et là, on sait très bien qu'il y a eu des interventions tout à fait officielles du gouvernement des États-Unis, et donc ici déjà une mission grossière dans la souveraineté nationale des trois pays concernés. On sait bien aussi que, bien sûr, à l'Orient, il y avait des luttes extrêmement importantes qui se développaient. Jacques a parlé ce matin notamment de l'anticolonialisme, donc des guerres coloniales, du rôle effectivement difficile des ministres communistes de l'époque, qui étaient pris un petit peu entre le marteau et l'enclume ici. Une période
historique s'achevait, c'était celle de l'antifascisme, des fêtes de Hitler, et une autre prononcée, c'était celle de la libération, de l'émancipation des peuples par rapport au colonialisme. Et donc, effectivement, il y a eu ces contradictions aussi qui ont joué un certain rôle sur lequel je ne m'étends pas. L'un des éléments forts qui a été avancé pour détruire effectivement les conquêtes de 1945, ça a été le développement de l'Atlantisme. Ça a été le développement de ce qui allait devenir l'OTAN et de ce qui allait donc, d'une manière ou d'une autre, attenter gravement à la souveraineté militaire et donc diplomatique de la France, en faisant de la France, comme de la plupart des pays européens à l'aune du plan Marshall, eh bien, alors, le nom est peut-être fort, mais enfin bon, c'est pour indiquer les choses, c'est ce mythologue, tout de même des États-Unis. N'oubliez pas, comme là aussi Jacques l'avait rappelé ce matin, je crois, que, non, c'est pas Jacques, c'est l'intervenant c'est la personne qui a introduit, eh bien que ce qui était prévu à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas un gouvernement du CNR, c'était la MOD, c'est-à-dire l'administration militaire directe par les États-Unis, avec une monnaie d'ailleurs importée directement des États-Unis, du territoire français. Donc en fait, c'est l'AMGOT continué par d'autres moyens qui va se mettre en place avec l'OTAN, avec l'Alliance Atlantique et ainsi de suite. À l'arrière-plan de cela, il y a la construction européenne. Et là, je crois que c'est très important par rapport à nous, effectivement, de voir quelle est la signification de cette construction européenne. Je mets construction parce que c'est le mot qu'on emploie ordinairement, mais je mettrai volontiers 3 ou 4 paires de guillemets autour de construction parce que ça a des côtés évidemment éminemment destructifs dans la réalité. Dans cette période-là, pour à la fois contrer l'URSS et pour aussi revenir sur les acquis des travailleurs occidentaux, italiens, français, belges, parce que n'oublions pas que l'esprit de 45, c'est pas seulement en France, il y a un film de Ken Loach qui vient de sortir, qu'on peut coupler à celui dont on va parler ce soir, de Gilles Perret. Vous voyez que toutes ces idées-là sont quand même dans l'air, on n'est pas si déphasé qu'il paraît. Eh bien, donc, l'esprit de 45, c'est aussi donc ces conquêtes un petit peu partout des travailleurs, des couches populaires. Et donc, pour les abattre, effectivement, l'Europe capitaliste va se construire, le marché commun va se mettre en place autour de ces héros progressistes que sont ces cléricaux, Jean Monnet, Robert Schuman, et ainsi de suite, qui sont, aujourd'hui, ça apparaît de plus en plus nettement, des agents des États-Unis, des agents ouvertement des États-Unis, d'une manière ou d'une autre. Donc à partir de là, au fur et à mesure, je dirais, que l'Europe va se construire, eh bien, on pourrait dire que le film du CNR va se dérouler à l'envers. La construction européenne, c'est en quelque sorte un anti-CNR, si l'on peut dire. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand nous voulons sortir de l'Union européenne et reconstruire, ou construire un nouveau CNR plutôt, eh bien, nous voulons nous-mêmes que l'histoire à nouveau tourne à l'endroit, si l'on peut dire, d'une certaine façon, c'est-à-dire dans le sens du progrès. Il y a une étape importante, puisque nous sommes dans l'année 2014, ou presque, c'est 1954. En 1954, les gaullistes et les communistes, malgré les graves divergences qui les opposent sur toute une série de points, inutile de vous dire qu'effectivement, entre De Gaulle et les communistes à l'époque, ça chauffait, mais vont se retrouver tout de même sur des bases patriotiques pour faire échouer le projet de communauté européenne de défense, la CED, qui va être battu finalement au Parlement. Parce qu'il s'agit tout bonnement, effectivement, de mettre en place le pilier européen de l'OTAN et du même coup de réarmer l'Allemagne, de faire de l'Allemagne le fer de lance de la reconquête anti-soviétique, si l'on peut dire, par rapport au continent. Il y a aussi, bien entendu, la volonté de limiter à peu de choses le degré d'autonomie de l'armée française et de la diplomatie française. Si vous rapprochez cela de ce qui se passe aujourd'hui, vous pouvez effectivement faire d'utiles rapprochements, tout simplement parce qu'on est en train de démonter l'armée française à l'heure actuelle, tout au moins de la démonter en tant qu'armée de défense nationale. On ne la démonte pas en tant qu'outil éventuel de lutte contre le peuple ou de projection à l'étranger pour des guerres impérialistes. Mais voilà, toutes ces choses-là donc, se mettent en place déjà dans le moment. Il y a une étape aussi que je voudrais souligner, parce que souvent, nos amis gaullistes, par exemple, tentent, et on les comprend aussi, d'opposer ces choses, 1945 et 1968. Évidemment, mai 68, c'est pas une époque très favorable pour le général de Gaulle, bien sûr, mais il n'empêche que c'est important de bien le voir dans la dynamique de l'histoire que nous avons à traiter aujourd'hui. En 1968, il y a en France pratiquement la plus grande grève de toute l'histoire du mouvement ouvrier. La plus grande. Non seulement par le nombre de personnes qui y sont impliquées, mais par sa durée. Et aussi par les effets qu'elle produit au niveau politique. Et dans les années qui suivent,
on va voir effectivement l'acharnement de l'oligarchie française, et notamment de ses chefs, y compris sociaux-démocrates, que ce soit d'abord Pompidou, puis Giscard d'Estaing, puis pour finir Mitterrand, à démonter l'appareil productif français. Pas simplement pour des raisons économiques, c'est pas simplement parce qu'il y a la mondialisation, c'est aussi pour des raisons politiques, parce qu'ils ont peur, ils ont eu peur, ils ont senti le vent du boulet, comme en 1936, ils avaient vu cette classe ouvrière française être la seule en Europe, la seule à arrêter le fascisme avec le Front populaire. Et comme ils ont vu en 1968, effectivement, donc, ce grand mouvement qui s'est décidé dans le pays, et qui donnait une mauvaise idée un petit peu à tout le monde, partout, eh bien, donc la volonté est celle d'abattre l'ennemi principal. Pour abattre le PCF, la CGT, et pour abattre donc le mouvement révolutionnaire, le mieux est quand même de leur couper l'herbe sous les pieds et d'abattre leur base sociale. Et on va voir effectivement, à partir de ce moment-là, la France et l'Allemagne bourgeoise, ou capitaliste, si vous voulez, se diviser le travail, avec la division du travail que nous voyons déjà aujourd'hui, c'est-à-dire à l'Allemagne la grande production, la grande industrie, et la France essentiellement se spécialisera plutôt dans le transport, le tourisme, par la finance, l'Allemagne en France, si ça part, etc. Si je vous dis ça, bon, je suis passé très vite là-dessus, c'est parce que par exemple au PACF, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Roger Sylvain qui a dirigé la grande grève de mai 68 à Renault-Billancourt. Donc lui, il était en première ligne là-dessus, avec Aimé Albert et quelques autres. Et donc, bien sûr, il m'a dit à Renault-Billancourt, mais moi je n'ai jamais fabriqué de voiture. Qu'est-ce que je fabriquais à Renault-Billancourt? Je fabriquais de la machine-outil. Et c'est la liquidation de la machine-outil française qui va avoir lieu dans les années qui suivent. On savait très bien que si on détruit la machine-outil, on détruit tout simplement l'industrie, puisque évidemment, les machines-outils sont nécessaires pour faire fonctionner le reste de l'industrie, d'une certaine façon. Donc, il y a eu cet acharnement. Et vous qui êtes dans une région rurale, en particulier, je m'adresse aux gens du Limousin, vous savez bien qu'en même temps, il y a eu aussi un acharnement contre les bases rouges de la paysannerie, contre tous les paysans, en quelque sorte, qui, en France, depuis fort longtemps, ça remonte à avant le congrès de Tours, hein, bon, c'était prononcé pour les formes les plus radicales de la République, en quelque sorte. Le Languedoc-Roussillon, la liquidation de la viticulture méridionale, bon, évidemment, et d'autres choses de ce genre. Alors, à partir de là, je dirais qu'en fait, il y a un double acharnement qui va se mettre en place, et là, ce n'est pas seulement à l'échelle internationale, ce ne sont pas seulement les Américains, ce ne sont pas simplement les revanchards qui dirigent l'Allemagne de l'Ouest. N'oublions pas qu'à l'Allemagne de l'Ouest, il n'y a pas eu de dénazification. Que pour l'essentiel, les dirigeants économiques du Reich sont restés en place directement ou par l'intermédiaire de Ferdinand. Et n'oublions pas qu'en France, eh bien, on va très vite avoir aussi une reconquête de ces milieux-là. Tout à l'heure, Rémi parlait du baron Seyère, effectivement, qui est un descendant du comité des forges et de la famille de Vendel. Et ils vont avoir ici, je dirais, une double attaque, en quelque sorte, ces gens-là. L'une à l'international et l'autre au niveau national. À l'international, c'est toute la bourgeoisie qui va se crisper, toute la grande bourgeoisie, disons-le comme ça, ou l'oligarchie, si vous voulez. Moi aussi, je ne mets pas sur le même plan, bien évidemment, les grands actionnaires multinationaux et l'artisan maçon du coin, hein, bien évidemment. C'est tout simplement de la volonté, profitant des contradictions, des blocages, des involutions, je veux dire, qui peuvent avoir eu lieu à l'Union soviétique depuis la fin de la guerre, et bien tout simplement d'en venir à bout. D'en venir à bout par une première guerre froide, celle des années 50-60, et une seconde guerre froide, notamment qui va être menée sous l'égide de Ronald Reagan, avec l'alliance de Thatcher et de Mitterrand. On parle aujourd'hui beaucoup de M. Le Drian. Mais M. Le Drian n'est pas simplement l'homme qui a fait libérer quelques otages dans les conditions que l'on ignore exactement. C'est aussi l'homme qui, au moment de Mitterrand, dans les années 80, a mis en place ce qu'on appelle les plans de programmation militaire. Et là, le budget français va être multiplié. Hein. À ce niveau-là, le budget militaire français va être grandement augmenté parce qu'en gros, il y a cette espèce de contre-offensive mondiale, à l'échelle mondiale. Le slogan, c'est plutôt mort que rouge. Hein. Lieber tot als rot, comme disent les Allemands en profitant de l'euphonie. Et donc, cette idée, quand même assez terrifiante, qu'il vaut mieux prendre le risque nucléaire de l'affrontement avec l'URSS plutôt que de risquer effectivement de voir une extension du socialisme. N'oubliez pas que dans les années 70, nous n'en sommes pas si loin, hein, eh bien, il y avait une offensive de la gauche, et de la gauche populaire et ouvrière dans toute l'Europe occidentale. N'oubliez pas que la révolution des œillets est de 1974, que le PC portugais est au départ la force dominante de
de cette révolution. Vasco Gonçalves, le premier ministre de la révolution portugaise est communiste. Et donc les Italiens, le PCI, montent à 33% dans les années qui suivent. Le PCF est dans l'alliance, on avance qu'on en veut, mais il est dans l'alliance du programme commun qui n'est pas très éloigné du pouvoir, et ainsi de suite. Dans le reste du monde, il y a une poussée tout de même aussi à l'époque. C'est le Nicaragua, c'est les colonies portugaises donc, qui, sous l'égide de marxistes, se détachent du camp occidental. On pourrait multiplier ici un certain nombre d'exemples. La contre-attaque, ça va être la Deuxième Guerre froide, après la défaite américaine au Vietnam. Et là, il va y avoir effectivement ce réarmement colossal donc, du monde occidental, les États-Unis, une course aux armements comme jamais en temps de paix. Tout ça va aboutir, je crois qu'il faut y faire un petit détour, par ce qui s'est passé à l'Union soviétique lors de la venue de Gorbatchev. Gorbatchev n'avait certainement pas tort de vouloir tout au moins s'esthétiser, transformer, rénover, etc., le socialisme et revenir aux fondamentaux dont on s'était bien éloigné, sortir de la stagnation, de la démocratie, ces choses-là. Mais, par exemple, il n'est pas indifférent pour nous, militants de la souveraineté populaire, de voir le slogan principal qu'il mettait en avant à l'époque, celui de ce qu'il appelait la nouvelle pensée politique ou la nouvelle mentalité, c'était privilégier les valeurs universelles de l'humanité par rapport aux intérêts de classe. C'est-à-dire qu'il opposait la paix, la valeur universelle de l'humanité, et les intérêts de classe, alors que moi, en tant que marxiste de base, j'ai toujours cru que ça marchait ensemble, plus ou moins. Donc cette espèce d'universalisme flou, de mondialisme flou, la convergence entre les deux systèmes, toutes ces choses qui ont été mises à l'avant, l'unité de la civilisation, comme on disait à l'époque, et qui ont abouti non pas à l'amélioration du socialisme, mais tout simplement à son renversement et à la mondialisation du capitalisme, à la remondialisation du capitalisme. Dans ce cadre, c'est l'Union européenne qui va prendre évidemment un coup d'accélérateur prodigieux, car le traité de Maastricht sort en 92. Vous voyez bien dans la foulée de quoi. Donc le camp socialiste tombe. Alors je mets celle, si vous voulez, vous pouvez mettre des guillemets autour, on ne sera pas tous d'accord, j'imagine, sur cette interprétation des choses, mais en tout cas le camp socialiste, ou soi-disant tel, mettez le mot que vous voudrez, tombe en 89, 90, 91, effectivement, et juste derrière, consolidation qui apparaît, l'Union européenne se met en place de façon beaucoup plus approfondie, avec une marche vers l'Europe fédérale. À l'arrière-plan, il va y avoir la réannexion au système occidental des pays de l'Est. Moi, je dis la recolonisation des pays de l'Est, car avant 1945, ils étaient de fait des colonies de l'Union, plus exactement des pays occidentaux. Cela étant, en France même, qu'est-ce qui va se passer? La bourgeoisie française n'est pas passive. La grande bourgeoisie française, elle a un programme de démontage des acquis du CNR, et pour cela, il faut qu'elle détruise la base même de ces acquis du CNR. Car dans CNR, il n'y a pas que résistance. Il y a N, national, Conseil national de la résistance. S'il n'y avait pas le N, la résistance elle-même ne pouvait pas prendre forme, en quelque sorte. Cassons la nation, et en cassant la nation, nous cassons les acquis du monde ouvrier, et nous cassons du même coup la classe ouvrière, pour le monde du travail, peu importe ici le vocabulaire qu'on voudra employer, c'est comme une question de mots. Donc ce qui est ici très intéressant, c'est que, enfin très intéressant et en même temps terrifiant, c'est que nous pouvons dire que nous avons affaire aujourd'hui à un deuxième choix de la défaite. Le premier choix de la défaite, c'est celui dont nous parlons tout à l'heure à propos du livre d'Annie Aquaris. Je rappelle que d'ailleurs le mot vient de Marc Bloch, c'est Marc Bloch qui est le premier à parler de l'étrange défaite. Ce qui est ici en cause maintenant, c'est, je dirais, le choix de la défaisance. Je joue plutôt sur le mot défaite plutôt que défaisance. Il s'agit de défaire la France. Ici, en particulier, vous avez un anti-jour heureux. L'anti-jour heureux, jours heureux, c'est le manifeste du MEDEF que j'ai coutume de citer, qui s'appelle Besoin d'air. Besoin d'air, c'est un manifeste édité par Laurence Parisot en décembre 2011. Et là-dedans, vous lisez notre nouvelle patrie, les États-Unis d'Europe. Ça veut bien dire qu'on fait un trait sur la France en tant que patrie, si vous voulez. Il est question là-dedans des transferts de souveraineté. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout dans la transition des pouvoirs français vers l'Europe, Bruxelles, et quand on creuse un peu avec le MEDEF, en réalité, Berlin. Là aussi, c'est étonnant de voir comment les choses remontent à la surface. Comment la germanophilie traditionnelle, en gros, de toute une partie de la grande bourgeoisie française et des privilégiés français remontent à la surface.
surface. N'oubliez pas ce que ces gens-là ont fait lors de la Commune de Paris. N'oublions pas que Thiers, Adolphe Thiers, celui qui a écrasé les communards, n'aurait pas pu le faire si les Prussiens n'avaient pas libéré les soldats français qui avaient été faits prisonniers à Sedan. On a les lettres de Thiers à l'époque écrivant à l'histoire et disant « Nous n'utiliserons les prisonniers français que contre Paris ». C'est quand même assez significatif. Alors les communards, beaucoup de gens d'extrême gauche, de gauchistes et ainsi de suite, nous disent tout le temps les communards, c'est l'internationalisme. Faux. Les communards sont internationalistes et patriotes, et la Commune de Paris commence par l'acte patriotique qui consiste à refuser de rendre les canons de la garde nationale, parce qu'ils savent très bien que ces canons ne vont pas être utilisés contre les Prussiens. Bon, je continuerai longtemps, mais je ne peux pas. Donc simplement ici, le dernier acte, tout simplement, de cette défaisance de la France, c'est effectivement la casse dans la langue française. On en a parlé ce matin, on en reparlera par la suite, au profit du anglais, et surtout, j'appelle votre attention là-dessus, car nous devons porter toute l'histoire de notre pays. Je suis très heureux qu'à l'instant, Jacques ait parlé, par exemple, de ce que faisait François Ier à une certaine époque, d'autant que nous sommes en plein dans la région d'Angoulême. Donc, il faut monter très loin. Ceux qui sont en train de déraciner, on disait ce matin que ça remontait jusqu'à la Révolution française, et ça remonte même au-delà. Notamment, si vous voulez, s'il y a un mot qui court à travers toute l'histoire de France, depuis la bataille de Bouvines, où c'était le slogan, le mot de combat à la bataille de Bouvines en 1214, où beaucoup de gens font le point de départ de la France, militaire, en nation, c'est le mot commune. Le cri de guerre, c'était pas Montjoie et Saint-Denis, à Bouvines, c'était commune. Et tout ça, tout simplement pourquoi? Parce que le roi de France, à l'époque, Philippe Auguste, qui était cerné par le roi d'Angleterre, l'empereur d'Allemagne et les féodaux français qui voulaient se débarrasser de la monarchie qui était en train de se mettre en place, a dû faire alliance contre les forcés avec les communes de l'époque, c'est-à-dire la bourgeoisie des villes, qui était à l'époque progressiste et qui représentait le peuple. Bon, et bien, aujourd'hui, on entend M. Gattaz, le fils, ceux qui savent de cette dynastie, qui dit clairement, je l'ai entendu, je proposerai à France Inter, que pour faire des économies, il faut, j'ouvre les guillemets, supprimer les communes et les départements. Voilà où nous en sommes. Qu'est-ce qui va rester de la France si tout ce programme est appliqué avec cerise sur le gâteau, l'Union transatlantique? Donc pour finir, évidemment, du même coup, en battant la France, en écrasant la France, en se débarrassant de la France, ils marginalisent totalement leur vieil ennemi historique, le monde du travail à la classe ouvrière. Imaginez que demain vous soyez non plus dans un pays qui s'appelle la France, mais dans N régions qui ont elles-mêmes des frontières qui sont plus ou moins avec les régions voisines d'Espagne, d'Italie et ainsi de suite. L'Espagne et l'Italie éclatant par la même occasion, effectivement, vous verrez que les luttes seront beaucoup plus difficiles à mener sur tous les terrains. On dit tout le temps dans les luttes, tous ensemble. Au moins on dit dans la même langue, déjà pour commencer. Et en visant effectivement une nationalisation des luttes qui sera à ce moment-là impossible. Voilà, donc j'ai terminé. Je veux dire simplement que donc ici, nous avons en vue, en bâtissant, tentant de bâtir au nouveau CNR, une période dans laquelle non seulement nous reprendrons en charge tout cet héritage qui a été celui à la fois de la reconstruction nationale en 1945 et du progrès social, mais également peut-être un message quand même assez universel, parce que ce que nous avons en charge de défendre, de faire renaître dans les conditions modernes, c'est la Révolution française. Et c'est une nouvelle Révolution française, qui ira beaucoup plus loin que tous les compromis historiques que nous aurons pu aller jusqu'à, que nous aurons pu construire par le passé. Dans le passé, il y avait en effet une sorte de compromis qui était imposé par les rapports de force de l'époque. Il est bien évident qu'en 1945, il n'était pas très raisonnable de la part des FTP de prendre le pouvoir, de se heurter à l'armée américaine, par exemple, qui était sur notre territoire. Il y avait des rapports de force. Le gauchisme a vite oublié ce genre de choses, mais qui sont là. À l'époque, il y avait encore une bourgeoisie patriotique nationale, même une oligarchie. De Gaulle ne sortait pas des milieux les plus populaires, que je pensais. En 1948, quand il va prendre le pouvoir, on va le combattre, mais en même temps, il faut bien reconnaître qu'il va construire effectivement donc, ces grands monopoles capitalistes français, type Rhône-Poulenc, Péchinet et Cuba. Il y avait encore une place pour une grande bourgeoisie, je dirais en quelque sorte, patriote, à sa façon et pour ses propres intérêts. Aujourd'hui, toute cette grande bourgeoisie, elle est derrière le CAC 40. Elle est derrière l'Union transatlantique. Elle est derrière la construction européenne. Si bien que, dans le cas où nous irions jusqu'au bout dans la démarche du nouveau CNR, ça ne serait plus une démarche de compromis historique, ça serait bel et bien et à 100% jusqu'au bout, dans les conditions modernes, avec une participation générale du peuple, une lutte pour quelque chose qui serait véritablement une transformation révolutionnaire du pays.
Et c'est pour ça, pourquoi je n'ai pas besoin, moi, en tant que communiste, de faire des concessions sur mes idées pour être ici présent et construire une autre société, que je pense qu'il faut aujourd'hui prolonger, continuer et développer, actualiser le programme du CNR et donc faire en sorte qu'il y ait vraiment des jours heureux pour notre peuple.